Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart for Change. Pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, vous nous retrouvez en direct à 17h à la télévision via vos box. Vous nous retrouvez également tous les jours en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, les marchés qui concluent une semaine un peu lourde avec évidemment la dimension géopolitique qui a animé encore ces derniers jours. Depuis une semaine maintenant, le conflit entre Iran, Israël et peut-être demain les États-Unis consomme beaucoup de bandes passantes pour les investisseurs. Les marchés ont un peu plié effectivement au cours de cette semaine, sans rien de dramatique, mais c'est une semaine qui aura été négative pour la plupart des indices boursiers au terme d'une échéance trimestrielle qui aura été une échéance négative pour les indices. Là aussi, nous ferons le bilan comme chaque mois, comme chaque troisième vendredi du mois avec nos invités de Planète Marché. Les trois sorciers de Smart Bourse sont de sortie pour cette échéance trimestrielle du mois de juin. À débriefer dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme chaque troisième vendredi du mois, notre rendez-vous avec les équipes du Café de la Bourse. Clémence Tanguy sera avec nous, responsable éditorial du Café de la Bourse, pour vous donner la recette pour investir en bourse avec un petit budget. Mais d'abord, tendance mon ami, comme chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour. Et c'est Lily Zalkin qui nous accompagne aujourd'hui. Bonsoir Lily. Bonsoir. Journée d'échéance, on le disait, sur les marchés avec l'arrivée à expiration de différents produits dérivés et contrats futurs sur indice aujourd'hui. Oui, et pour conclure cette semaine, à l'occasion de l'échéance trimestrielle des 4 sorcières, les indices évoluent dans le vert. L'Eurostoxx 50 et le DAX gagnent plus de 1% au cours de la séance. Et après 3 séances négatives, le CAC 40 affiche une hausse aujourd'hui et gagne environ 1%, porté notamment par Airbus et Kering. Sur un mois, il cède néanmoins près de 2%. Aux États-Unis, les indices s'ouvrent en légère hausse. Sur un mois, le S&P 500 est en hausse de plus de 2% et le Nasdaq en hausse de 3,5% pour l'échéance de juin. Une hausse sur la séance qui ne tient pas sur le marché américain. Là aussi, on s'interrogera sur ces renversements de tendance auxquels on peut assister au cours de ces séances avec nos trois sorciers dans un instant. Dans le conflit entre Israël et l'Iran, les États-Unis temporisent pour l'instant, Lily. Oui, après avoir maintenu le doute, la Maison-Blanche a affirmé hier que Donald Trump déciderait d'une éventuelle participation américaine aux frappes israéliennes dans les 2 prochaines semaines. Une annonce qui tombe alors que 3 ministres européens rencontraient des officiels iraniens ce vendredi en Suisse pour tenter d'avancer vers une solution diplomatique. Et c'est plutôt une nouvelle positive pour le pétrole, en tout cas pour la partie macroéconomique, puisqu'on voit des prix qui sont en train de baisser. Oui, dans ce contexte, le prix du baril de Brent perd 3% à 76 dollars. Et sur les marchés obligataires, le rendement américain à 10 ans évolue autour de 4,5% aujourd'hui. En Europe, le rendement allemand à 10 ans évolue autour de 2,5% et le rendement français de même échéance évolue autour de 3,2%. Et sur le marché des changes, l'euro-dollar se traite autour de 1,15 aujourd'hui. Côté macro, quelques statistiques aujourd'hui de part et d'autre de l'Atlantique pour les investisseurs. Oui, d'abord en Europe, on a pris connaissance des ventes au détail pour le Royaume-Uni. Elles ont reculé bien plus que prévu, à moins 2,7% sur un mois en mai, après plus 1,3% en avril. Et en Allemagne, les prix à la production ont diminué de 1,2% sur un an en mai, et c'est conforme aux attentes. Enfin, aux États-Unis, l'indice Philly Fed, qui mesure les conditions d'activité dans la région de Philadelphie, s'établit à moins 4 en juin comme en mai. Il était attendu en amélioration à moins 1,7. La vedette du jour sur le marché parisien, c'est Eutelsat qui poursuit son envol. À l'issue d'une augmentation du capital de 1,35 milliard d'euros, l'État français a annoncé devenir l'actionnaire principal de l'opérateur satellite. Ce soutien fait grimper le titre de 23% après une hausse de 15% hier, portée par l'annonce d'un contrat avec l'armée française dans le cadre du projet Nexus. Le président, présent aujourd'hui au Salon du Bourget, a évoqué un enjeu de souveraineté et a par ailleurs annoncé l'organisation d'un sommet international sur l'espace en France début 2026. Dans le reste de l'actualité, Accenture a dévoilé ses
les résultats du troisième trimestre. Oui, le groupe américain de conseil et de services informatiques fait état d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes à 17,7 milliards de dollars pour son troisième trimestre clos fin mai. Malgré ces résultats, le titre perd jusqu'à 7% dans les premiers échanges, après que le groupe ait annoncé un recul de 6% de ses nouvelles commandes. Quels seront les temps forts de la semaine prochaine sur les marchés, Lily ? Les principaux rendez-vous de la semaine prochaine seront aux États-Unis, avec la troisième estimation du PIB américain du premier trimestre qui sera publiée jeudi. La publication vendredi de l'indice Core PCE de mai. Et à part ça, les investisseurs regarderont dès lundi les PMI préliminaires du mois de juin en zone euro et aux États-Unis. L'indice IFO allemand sera également publié pour le mois de juin. Tendance, mon ami, chaque soir d'ouverture de Smart Bourse, et c'est Lily Zalkin qui vous apporte aujourd'hui les infos clés du jour sur les marchés. Les trois sorciers de Smart Bourse sont de sortie comme chaque troisième vendredi du mois pour débriefer ensemble cette échéance trimestrielle du mois de juin. Romain Dobré à nos côtés, consultant pour Bourse Direct et cofondateur de l'atelier des options. Bonsoir Romain. Bonsoir Gérard. Jean-Luc Hussac nous accompagne chez Perceval Finance Conseil. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir tout le monde. Et Philippe Béchade qui est avec nous à distance, qui ne profitera pas de notre nouveau studio aujourd'hui. En tout cas, Philippe, bonsoir, bienvenue à vous. Vous êtes en visio, vous êtes le président des Éconoclastes et rédacteur en chef de La Bourse au quotidien. Bilan de cette échéance trimestrielle avec vous pour commencer. Romain, je l'annonçais en introduction, une échéance qui aura été négative, notamment pour le CAC 40. Effectivement, on perd 260 points, 7680 pour la compensation à ce soir. Un mouvement qui était dans la continuité de ce qui s'est passé avant, une grande amplitude baissière, un rebond très significatif et puis une petite consolidation. Ça diminue en termes de volatilité, c'est le moins qu'on puisse dire, dans des mouvements où l'intérêt est assez difficile à détecter. On avait confirmé qu'on avait rebondi après le trou d'air de Liberation Day, si on peut dire le trou d'air, c'était même un peu plus que ça. Un quasi moins 20, quoi. Un quasi moins 20. On avait rebondi en l'absence d'intérêt de la part des investisseurs institutionnels. Beaucoup de retail qui avaient alimenté ce mouvement, on l'avait vu et constaté par le désintérêt et le manque de soutien du côté des marchés dérivés. Ce qu'on peut dire, c'est que au cours des dernières semaines, la position ouverte a commencé à se réétoffer un petit peu, de l'ordre de 15% sur l'Eurostoxx, mais au cours d'une expiration qui est légèrement baissière. Donc, on pourrait penser que c'est de la pression baissière, c'est difficile de le déterminer parce qu'on a eu beaucoup de volatilité en fait à l'intérieur de cette plage de congestion et on n'a pas peut-être aussi le scénario d'investisseurs en retard qui seraient en train de se replacer dans un marché pour lequel ils ont réagi peut-être un peu tard. On voit quand même que ce ne sont pas des niveaux d'intérêt qui sont énormes. On manque quand même beaucoup d'initiatives. On voit toujours des décalages de marché qui sont assez brutaux. On l'a constaté encore aujourd'hui avec un indice Nasdaq en hausse puis qui repasse dans le rouge assez brutalement. Tout ça sur fond d'annonces et de nouvelles. On voit qu'on est relativement prudent, on se positionne autour ou sous des niveaux d'alerte sur la plupart des indices maintenant, avec bien des matières premières qui sont assez tendues et qui sont aussi proches de réactiver des niveaux de réactivation haussière de long terme. On parle de niveaux de réactivation haussière qui datent de tendance en balance qui datent de 2022, notamment donc sur le pétrole. Donc on a cette situation d'attente avec une remarquable stabilité malgré le contexte actuel qu'il faut noter. Et donc on teste des niveaux sans accélérer et on a cette difficulté à lire à court terme les choses. On sent que quelque chose s'est rompu dans la dynamique depuis le début de l'année, que le trou d'air, encore une fois, la baisse marquée a été payée, alimentée, mais on est un peu en devenir pour l'instant et la lecture n'est pas facile. Donc qu'on ait un mouvement de consolidation un peu marqué, pourquoi pas. Peut-être est-ce qu'il est repoussé pour l'instant au courant de l'été. La période juillet sera peut-être un peu plus compliquée, mais pour l'instant, on est quand même assez stable dans ce contexte. Est-ce que la lecture du VIX nous apporte des enseignements particuliers ? Vous êtes venu avec le graphique du VIX, l'indice de volatilité du marché américain, avec une vue journalière sur ce VIX. Romain, est-ce que l'analyse technique suggère la possibilité d'un retour de volatilité au cours de l'été ? Pourquoi pas ? Alors, le timing avec le VIX, c'est toujours compliqué. On a toujours ce gap laissé ouvert aux alentours de 36 depuis le début avril. On sait qu'il sera comblé.
puisque les gaps le sont toujours sur le VIX. Parfois, ça peut mettre du temps, on l'expliquait la dernière fois. C'est ce qui se met en place. Maintenant, on est repassé en zone de vigilance. On est à peu près au milieu de la zone de vigilance, à mon sens, aujourd'hui, entre 18,06 et 25,28. C'est comme le reste du marché, un peu entre deux eaux. Il ne faut pas repasser le niveau de 25,28 parce que là, on déclencherait une structure de retournement haussière. Graphiquement, elle fonctionne très bien aussi, avec en mire 32,60, une zone cible entre 30 et 34,50, et donc qui permettrait probablement d'aller combler le gap baissier aux alentours de 36. Donc c'est vraiment ce niveau-là qu'il faut surveiller. On voit que, et c'est aussi intéressant dans la lecture des intérêts et de la position ouverte, les opérateurs qui étaient relativement complaisants il y a quelques semaines, eh bien, se montrent très prudents et assez rapidement, dès qu'on a des premiers warnings, très prudent. On retrouve des niveaux des ratios put-call qui sont à l'équilibre maintenant, alors on flirtait avec l'optimisme plutôt aux alentours de 0,80, on est plutôt aux alentours de 1 sur l'ensemble des indices, et même on va entamer l'échéance du mois de juillet avec une relative prudence. Très peu d'intérêt pour l'instant reconduit sur l'indice CAC 40, c'est extrêmement faible, mais plutôt des options de vente autour de la monnaie. Donc il y a manifestement un intérêt dont on va voir s'il va être reconduit ou pas, qui est en train de se construire très légèrement avec des opérateurs qui restent très prudents. Ce qu'on peut dire aussi sur les marchés dérivés, ce qui est intéressant, ce que je voulais vous donner, sont les niveaux de résistance que permettent de définir la lecture des positions sur options. Ouais. Sur l'indice Eurostoxx, c'est 5450. On a l'impression on n'a pas l'impression, il n'y a pas d'intérêt ouvert au-delà de ce niveau-là pour l'instant. Donc ça, c'est un plafond de verre qu'il va falloir surveiller. Si on regarde le CAC 40, c'est 7750. Et sur le S&P, c'est un peu plus haut, c'est aux alentours de 6200 points. Donc, on a des plafonds de verre que les opérateurs n'envisagent pas de voir déborder. De franchir dans l'immédiat. Donc, au mieux une stabilisation. Sinon, pourquoi pas une consolidation complémentaire. Mais on n'est pas très optimiste, manifestement. Ça peut être le terrain d'un contre-pied. Ouais. Bon, Jean-Louis, comment vous regardez ce marché, cette échéance trimestrielle? Est-ce que le marché est bien verrouillé ou est-ce que c'est un marché qui s'est fragilisé au fur et à mesure du rebond? C'est quand même ce qui a marqué aussi ces 2-3 derniers mois maintenant. Une espèce de rebond en V qui a été assez puissant quand même. Oui, comme je le disais précédemment, on se retrouve un peu toujours la tête dans une lessiveuse, quoi. Ça part dans une direction, ça revient en arrière, ça remonte, il y a des contre-pieds tout le temps, des gaps. Des gaps, vous savez, quand il y a un gap et que derrière ça ne bouge pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de conviction vendeuse, il n'y a pas de programme de vente, il y a simplement des acheteurs qui reculent et des vendeurs qui avancent ou inversement. On a souvent ça, hein, et puis après il ne se passe plus rien pendant des heures. On le voit partout. L'événement marquant pour moi, en dehors de tout ce qui est évidemment géopolitique, mais c'est LVMH qui est devenu maintenant qui est la 3e pondération du CAC. La première étant Total, Schneider et ensuite LVMH. Elle perd des places. Elle est au plus bas. Alors Total a bien boosté, bon, peut-être aussi avec le pétrole. Schneider s'en tire bien. Donc voilà, c'est bon, c'est très serré. Hein, 7,28, 7,21, 6,56, des trucs comme ça. Autour de ça, hein. Derrière Air Liquide à 6. Bon, c'est groupé. Mais à un moment donné, LVMH se détachait tout de même, hein, assez sensiblement. Et c'est quoi ça? C'est le signe de quoi? Non, mais elle baisse, donc sa pondération devient de plus en plus basse, c'est tout. Elle est au plus bas. Elle est au plus bas. Il y a presque pas de les petites... Et c'est une opportunité ou pas, du coup? On parle de LVMH. Alors, on n'a aucune... Ou est-ce que c'est un vrai changement de régime profond de marché, de leadership de marché? Moi, mon idée, c'est qu'on n'a aucune visibilité, mais zéro visibilité. Donc, moi, je n'investis pas et je ne prends pas de décision tant que je n'ai pas des indications qui me permettraient de penser que ça va monter ou descendre. Il y a rien... Enfin, un marché tel qu'il est construit actuellement, c'est assez particulier tout de même. Donc, mais on a tellement anticipé et tellement dans le spectre des menaces, on avait tout vu. Ah bah oui. Bon, on en avait parlé, reparlé, redit. Enfin, tout a été dit. Mais tout. Et donc, les investisseurs, ceux qui sont encore là. On peut presque dire que s'ils sont là, c'est qu'ils le veulent bien, et rien ne les fera peut-être bouger tant qu'il n'y aura pas, peut-être, j'en sais rien, une bombe plus violente que les autres, je sais pas. C'est toujours compliqué d'investir en suivant le scénario du pire, quoi. Le scénario du pire, il est toujours envisagé quelque part. La vol implicite, elle se maintient à des niveaux. Au mieux, on est redescendu vers 14, on remonte à 17, 18 sur les marchés européens. Bon, en ce moment, on est plutôt à 17.
Non, on peut dire que le signal d'achat, qui date maintenant d'un certain temps, hein, moi, je crois que je l'avais déclenché parce qu'il y avait eu une inversion, 7150, quelque chose comme ça. Ben, lui, il n'est pas invalidé. Pour moi, c'est 7530. Là, pour moi, il est neutralisé. Voilà, on est plutôt neutre. Je garde quand même un billet à vouloir acheter. Constatant quoi? Que les investisseurs américains ont toujours un biais d'optimisme très prononcé. Dès qu'il y a pas de mauvaise nouvelle, on va dire. C'est même pas une bonne. Dès qu'il n'y a pas de mauvaise nouvelle, ils payent. Mois après mois, on dresse le même constat, et c'est notamment le retail américain qui achète tous les creux de marché, massivement. Ouais. Alors après, il y a des discussions là-dessus. Est-ce qu'ils achètent ou ils se rachètent? Parce qu'il y a beaucoup de shorts aussi, attention. Il y a beaucoup de shorts. Bon, c'est vrai qu'il y a une gestion... Pour moi, la gestion du delta et surtout du gamma du hedging, du gamma hedging, c'est ce qui est pour moi le plus impactant sur ces fins de séance où vous constatez des mouvements tout d'un coup qui partent et qui font 1%, quoi. 1%, et puis avant, on en avait gagné déjà peut-être un de plus, donc c'est très perturbant parce que en même temps, on est là, oh là là, on se dit, on va avoir peut-être des mauvaises nouvelles. En fait, on trade, entre guillemets, dans la peur, quoi, sous la menace. Alors, on ne trade pas sous la contrainte, donc on peut très bien ne rien faire. Moi, c'est ce que je fais. Je ne fais pas grand-chose. Ouais. Voilà, tout simplement. Je suis opportuniste, c'est-à-dire, j'attends. Il y a un petit truc, j'essaye. Voilà, ça marche pas. Et comme je racontais à Romain tout à l'heure, parfois, je vends au plus haut le call sur les options jour américaines, par exemple, en séance. Alors, je parle en séance, c'est jusqu'à 18h en français, on va dire. Je vends le call au plus haut du marché, je vends le put au plus bas du marché. Vraiment, à 18h, je suis au milieu, et à chaque fois, je suis en dehors. À 22h. À 22h, je suis soit au trop haut, soit trop bas. Alors après, comme le lendemain, on arrive à compenser, etc. Mais c'est drôle parce que c'est systématique, presque systématique. C'est de la spéculation qui tourne, quoi. Il y a une gestion indicielle extrêmement puissante. Il faut voir que les forces de conviction étant faibles, les forces de construction, donc les forces techniques, donc tout ce qui est hedging d'options, etc., elles sont assez importantes. Elles sont même très importantes par rapport au reste, quoi, tout simplement. Donc ça amène... Il y a une logique de construction des marchés, mais par rapport aux fondamentaux, la logique voudrait qu'on ne fasse rien. Philippe, votre bilan de cette échéance mensuelle et échéance trimestrielle, alors sur un mois, c'est quand même plutôt le retour du Nasdaq quand même. Hein. C'est vrai que depuis le début de l'année, il y a toujours cette surperformance des actions européennes et émergentes, ne les oublions pas par rapport aux actions américaines, mais c'est vrai que sur le mois écoulé, c'est quand même le retour, en tout cas pour quelques semaines, d'une surperformance américaine. On peut même parler d'un second trimestre qui constitue la grande revanche de Wall Street sur les places européennes. Je vous cite simplement ce score, de moins 3,8% pour l'Eurostoxx depuis le 16 mars dernier, et on est à plus de 10 sur le Nasdaq. Alors, le Nasdaq était à plus 10,8 à 16h, et puis il y a eu cette annonce de la Maison-Blanche, qui prévient ses alliés, bien sûr aux alliés européens, mais peut-être certains même pays asiatiques, qu'ils encourront des sanctions s'ils livraient à la Chine des semi-conducteurs de la haute technologie, qui pour l'instant donc fait l'objet d'un embargo pour les firmes américaines. Donc évidemment, ce que la Maison-Blanche redoute, c'est que les firmes californiennes exportent vers l'Europe ou vers la Corée du Sud, qui sais-je, et qu'ensuite ça soit revendu à la Chine. J'ai oublié Singapour, évidemment. Donc on comprend bien que ça va pas faire les affaires des sociétés californiennes qui font l'objet depuis le 7 ou le 9 avril dernier, font l'objet de rachats massifs de la part de ce qu'on appelle le retail. J'entendais Jean-Louis dire qu'il y a peut-être des rachats. Les rachats sont venus plutôt des hedge funds qui n'ont pas cru la possibilité d'un rebond de cette ampleur. Personne n'aurait jamais pu y croire. Donc là, on
on voit que l'arbitrage, de nouveau, se fait en faveur des États-Unis. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ceux qui reviennent vers les États-Unis, c'est pour acheter des actifs dans une monnaie qui perd de la valeur. On a un dollar aujourd'hui retombé sous les 1,1530 contre euro, donc on revient pratiquement à moins 10% depuis le 1er janvier. Voilà, donc une petite annonce aujourd'hui, ça explique un petit peu la volatilité du Nasdaq. En revanche, là où on ouvre tous des grands yeux, tous autant que nous sommes, et avec notre expérience des marchés, on était tous dessus au moins en 90, en tout cas c'est certain, en 2003. C'est la première fois que nous voyons un conflit et pas quelques coups de canon éclater dans les pays du Proche-Orient, le Golfe Persique directement. C'est la première fois depuis 1990 que les marchés, par prudence, ne corrigent pas au moins de 3, 4, 5%, parce qu'on ne sait jamais si tout le monde va rester raisonnable ou pas, si ça peut dégénérer ou non. Et l'envolée des prix du pétrole, ce n'est pas quelque chose qu'on peut vraiment exclure. Alors, on n'a pas parlé, mais le gaz, cette semaine, c'est plus 50%. L'air de rien. C'est quand même pas neutre. Donc, sur quel marché, Philippe? Plus 50% pour le gaz? Oui, le gaz naturel cette semaine, je crois qu'il est appelé autour de 50. Bon, il était retombé bas, mais là, il est reparti très, très haut. Donc, c'est la première fois, je pense que Jean-Louis et Romain sont comme moi, n'auront jamais vu une guerre éclater au Proche-Orient avec de nouvelles menaces de fermeture du détroit d'Ormuz et des marchés qui font quasiment rien. Ce matin, quand le CAC gagnait presque 1% et le DAX 1,5%, on était quasiment revenu au niveau de vendredi dernier. Alors que les missiles, les drones, tout ça, ça pleuvait de tous les côtés. C'est extraordinaire. Donc, effectivement, le buy the dips, c'est devenu un mantra. Peut-être que c'est devenu aussi un outil de déconnexion totale des marchés par rapport au réel. Et là, on peut se dire, le jour où le réel va s'inviter dans les réflexions des gérants, ça risque de faire du vilain. Bon, un peu de complaisance peut-être pour reprendre, résumer votre pensée, Philippe. Romain, je me tourne à nouveau vers vous, puisqu'on parle effectivement de cette dimension géopolitique. Alors, il y a l'aspect dollar, Philippe le citait effectivement. Qu'est-ce qu'on peut dire peut-être de la baisse du dollar, des niveaux qui ont été atteints? Vous êtes venu avec le graphique de l'indice dollar, avec une vue un peu dézoomée d'ailleurs, une vue mensuelle. Est-ce qu'il y a encore de la place techniquement pour voir le dollar s'affaiblir contre différentes grandes devises? Et puis on dira un mot du pétrole derrière ensuite. Bien sûr, oui. Le dollar, c'était un gros contre-pied à la hausse il y a quelques mois maintenant, donc au mois de novembre-décembre. Et puis ce contre-pied s'est traduit par un mouvement baissier dont on connaît l'origine aussi. On a rompu le bas du range à 101,02 qu'on avait systématiquement préservé depuis 2022, décembre 2022. Et donc on déclenche un mouvement baissier. La cible légitime dans ce cas-là, c'est dupliquer le range par le bas. C'était 101,02, 106,50. Donc la cible idéale se situe à 95,42. On accélère moins à la baisse, mais on remarque que chaque rebond est le terrain pour un repli complémentaire. Donc on se stabilise un petit peu après un mouvement qui a été déjà d'ampleur pour l'instant. Donc tant qu'on est sous 99,30, la probabilité de continuer de baisser sont majoritaires, elles dominent. Après, je me méfie toujours du forex, puisqu'il y a tellement de paramètres exogènes qu'on peut avoir des contre-pieds, mais au moins les niveaux techniques sont bien propres et bien suivis, bien lisibles. Qu'est-ce que ça donne sur l'euro-dollar là, alors là, c'est l'indice dollar, mais sur l'euro-dollar, on est monté à plus de 1,16, c'est ça, au cours des derniers jours? On a fait une pointe, mais bon, là, ça va être compliqué quand même de poursuivre. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer la faiblesse du dollar. Parce que la politique que mène Trump, c'est si les États-Unis n'achètent plus et si à l'étranger, ça veut dire qu'ils vont plus envoyer des dollars parce qu'ils payent en dollars. Donc ils vont en avoir trop, donc ils vont le vendre ou ils vont en tout cas peut-être vendre les emprunts américains qu'ils ont, etc. Alors donc du coup ça peut avoir un petit flux, c'est une anticipation pour l'instant. Non, mais oui. Ça pourrait être l'idée que ça va amener un petit flux vendeur, bon en tout cas pas acheteur.
Et tout va comme ça. Après, il y a le budget qui fait qu'on ne sait pas où on va. Les accords commerciaux, on ne sait toujours pas où on va pour la majorité des pays. Et les échéances se rapprochent. Hein. On revient vers quelque chose qui pourrait être assez binaire autour du 8-9 juillet. Est-ce qu'on prolonge la trêve? Est-ce qu'on signe un accord? Ça n'en prend pas le chemin. Et où est-ce qu'on a des tarifs appliqués unilatéralement par Trump, quoi? Trump étant Trump, lui, je pense que ce qu'il aimerait, c'est que ça soit tout bouclé avant le 4 juillet. Hein. Ah, et oui, nationale. ah oui, non, ça c'est hyper important. C'est des symboles pour moi qui sont puissants, quoi, et surtout pour lui. Donc, moi, je pense qu'il va s'énerver très vite à l'approche de la fin du mois de juin, là, dès qu'on va attaquer, je sais pas moi, les dernières semaines, là, ça va être chaud. Ça. Donc, non, et l'eurodoll, bon, moi j'ai un signal de retournement, 10,50, on est loin pour l'instant. Oui. Hein. Alors peut-être qu'on va le rapprocher, hein, parce qu'il faut voir comment, si jamais il baisse, comment il va baisser, et puis etc. etc. Bon, pour l'instant, il n'y a pas trop d'alerte. On voit que ça plafonne, ça fait un petit bout de temps que ça bute. Mais on a fait un gros niveau, quoi. On a atteint un gros niveau. Oui, c'est un gros niveau. Ouais, c'est un gros niveau. Et je lisais des études, sur le plan justement économique, fondamental, etc. Si les menaces, c'est vrai, la Fed va baisser ses taux d'intérêt. Alors 2 fois encore. Donc voilà, c'est pas fait pour le faire remonter. Donc pour l'instant, les impacts, c'est des impacts baissiers sur le dollar au niveau du news flow. Voilà, mais on les a anticipés. Maintenant, ils sont connus, ils sont identifiés. Je comprends. Sur pareil, une fois qu'on a identifié les menaces et qu'on les a toutes bien scannées, bien listées. Oui, le travail est fait. C'est hyper consensuel. Ah bah là, ça devient très consensuel. Ouais. Enfin, toute la rotation en dehors des États-Unis devient très consensuel. Non, mais il y a du contre-pied quand même, attention. Parce qu'au début, ça l'était pas du tout. Hein. Non, c'est le genre de maintenant. Parce que moi, quand je suis passé acheteur, c'était un 0,580, un 0,550, un truc comme ça. Tout le monde rigolait. Ouais. Moi aussi. Hein. Je dis, mais sur le plan technique, on passe haussier. Je me disais, waouh, l'ambiance générale, pourtant, ça donne pas envie. Ça a boosté, c'est parti comme une balle. Hein. Bon, sur le pétrole, Romain, effectivement, voilà, vous venez avec le graphique du Brent, une vue mensuelle. C'est vrai que le mois de juin est un mois de grosses reprises quand même du pétrole, hein, qui était sur une tendance plutôt à la baisse, après les points hauts de début d'année. Et effectivement, et après le canal baissier au sein duquel il s'inscrivait de façon très propre depuis septembre 2023. On était baissier depuis avant, depuis juin 2022, mais le canal était bien marqué, et on avait touché à chaque borne, et bien la borne basse était en test. Moi, on avait plutôt anticipé des signaux et des prolongations à la baisse. On voit qu'on a testé la borne basse de ce canal, et finalement, c'est un rebond et qui amène de façon parfaitement technique sur la borne haute aussi. Donc, c'est là où les choses sont quand même très très propre et presque trop propre graphiquement, techniquement. On va chercher cette résistance qui n'est pas affichée à l'écran mais qui est 78,50 sur le Brent, qui est un peu plus petite. C'est pour ça que j'ai laissé la majeure à 76,90, qui nous confirmerait qu'on sort de ce canal baissier qui est actif depuis plusieurs mois maintenant. Donc tout est bien identifié, tout est bien préparé, on se prépare pour la bataille manifestement. Et quand le marché est aussi propre que ça et aussi net, on peut se demander si les choses vont se poursuivre. Donc on est en ordre de bataille, voilà l'expression que je cherchais. Et donc c'est toujours ça, c'est aussi assez étonnant et ça donne exactement le tempo pour le moment. Peu d'initiatives, des opérateurs qui, effectivement, d'autres temps auraient quand même vendu plus la nouvelle, les nouvelles récentes, et des indices qui restent quand même extrêmement canalisés. Moi, j'y vois toujours une part de retrait de la part de gros opérateurs du marché. Je ne parle pas du Brent, mais surtout sur les marchés actions, de gros opérateurs du marché qui ne veulent pas prendre d'initiative parce que trop de manque de visibilité, trop de risques d'annonce, et même un conflit dont les conséquences pourraient être importantes, ne sont pas le terrain d'opportunité. Et je ne suis pas sûr non plus qu'on ait même créé vraiment de la pression baissière, comme je vous le disais. Alors, il y a ce pendant dans ce contexte-là, c'est qu'on voit d'une façon générale, pas uniquement le Brent se tendre, mais il y a aussi tous les métaux. On aurait pu l'illustrer avec ça. Et puis le TF Como qui intègre donc Brent, gaz, et qui s'est repris de façon très sérieuse aussi. Donc le TF Amundi, c'est ça, Amundi, sur les matières premières. Voilà, c'est le Thomson Reuters CRB que moi je suis sous forme de TF Amundi, dont le code est COMO, Como, qui a aussi beaucoup rebondi. Et autant on avait de grosses craintes après les annonces tarifaires d'inflation, peut-être un peu trop tôt, et on est en train de peut-être oublier ce scénario, et moi je
pense que c'est ce qu'il faut penser, puisque c'est ce qui se traduit graphiquement. On est en train d'aller chercher des niveaux de résistance qui sont clés. On s'en approche très rapidement, brutalement, et sur un panier et un ensemble de matières premières. Donc Brent, qui est en devenir, pourquoi pas, mais l'or ne baisse pas vraiment, il reste quand même sur des points hauts. L'argent, c'est quand même beaucoup repris, on frôle les 37. On a le platinium qui a quand même progressé de 20% la semaine dernière et qui sort d'une grosse congestion. Il y a un ensemble de matières premières qui sont en train de remonter et je pense que le scénario de l'inflation est à prendre en compte dans les semaines ou mois qui viennent. Donc il y a quelque chose qui se met en place, en tout cas de ce côté-là, ça c'est plus franc. Une institution qui n'a pas complètement oublié le risque inflationniste, Philippe, c'est quand même la Réserve fédérale américaine. Je veux dire, pour l'instant, même avec des chiffres, alors qui regardent le passé, mais des chiffres d'inflation ou des chiffres sur le marché du travail qui auraient pu permettre à la Fed peut-être d'ajuster un peu son réglage, la Fed reste très vigilante au regard des incertitudes qui sont encore à lever devant nous. Une chose est certaine, c'est que la Fed ne maîtrise absolument pas l'évolution des coûts de l'énergie, des matières premières qu'on vient d'évoquer. Le pétrole prenait hier presque 10% sur la semaine. Tout à l'heure, je vous parlais du gaz, vous disiez 50. Excusez-moi, à l'appui, c'est 15%. C'est beaucoup, oui, c'est beaucoup déjà, mais oui. 7 hier. C'est donc en tout cas 50% de plus que la hausse du pétrole. Il y a là quand même des incertitudes fortes. Alors aujourd'hui, on a une déclaration de M. Waller, qui est un des membres de la Fed, qui dit mais quand même là, les étoiles ont l'air de s'aligner, les planètes ont l'air de s'aligner. On n'est peut-être pas si mal pour prendre des mesures justement de type assouplissement monétaire et peut-être même dès le mois de juillet. Bon, alors j'ai regardé un petit peu la réaction de l'obligataire pour l'instant aux États-Unis. Waller n'a pas l'air d'être majoritaire. On sait que c'est une colombe, mais on voit que au sein de la Fed, on est quand même capable d'envoyer des messages, tantôt pour pousser les marchés à se montrer un petit peu prudents. Puis après ça, on veut quand même pas non plus qu'ils passent le week-end de trop mauvaise humeur. Et on envoie des bons signaux. Moi, ce que je note, c'est que la Fed continue de ne pas vouloir se laisser forcer la main par Trump et qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a une sorte de basculement qui est en train aujourd'hui de se passer avec Trump, qui est jugé de moins en moins crédible sur les questions économiques. Et donc, la Fed assoit sa crédibilité en se montrant donc... pour l'instant, c'est Jérôme Powell 1, Donald Trump 0, quoi. C'est ça. Alors après, est-ce que ça fonctionne très, très bien ? Le dollar aujourd'hui à 1,1535, ça quand même pas... ça donne pas les résultats peut-être escomptés, parce que la stabilité du dollar, c'est aussi quelque chose qui compte. Donc, je disais que le dollar index, il était à moins 10 depuis le 1er janvier. Par rapport à l'euro, on est plutôt à moins 11,30. Voilà. Donc, ça va forcément jouer en termes de compétitivité pour les États-Unis. Et en revanche, je ne sais pas comment, je crois que c'est le département du travail qui compile les chiffres de l'inflation, je ne sais pas comment, avec une baisse de 10% du dollar et un quadruplement des droits de douane, dans le meilleur des cas sur des produits importés vers les États-Unis, je ne vois pas comment on a réussi à faire sortir des chiffres quasiment inchangés en mai sur les prix importés. Alors, à moins qu'on ait complètement surpondéré à un moment la baisse du dollar et le prix du gaz, les chiffres de juin, à mon avis, ils vont pas être bons du tout. Il y a un moment où ça va mordre, vous dites, Philippe. Parce qu'il y a beaucoup d'effets d'inertie, il y a des stocks, il y a des entreprises qui jouent peut-être une phase un peu tampon, mais vous dites, c'est l'inflation américaine, on va voir un choc de prix lié aux tarifs dans l'inflation américaine. Oui, et je le répète, il y a un vrai questionnement sur la crédibilité des chiffres d'inflation qui ont été calculés par le gouvernement américain. Et les mauvaises langues disent que Trump, il a tellement viré le monde dans les diverses agences
on n'est plus vraiment capable aujourd'hui de faire un relevé des prix qui soit fiable. En tout cas, au niveau du pouvoir d'achat des Américains, allez leur expliquer que l'inflation n'a pas bougé au mois de mai, là, il n'y a personne qui vous croit. Hein. Donc, il y a un moment où les chiffres de l'inflation vont donner effectivement raison à la Fed de s'être montrée prudente au mois de juin. Plus tard, on verra si la Fed est ou non confrontée à la nécessité de faire fonctionner la planche à billets. Et je pense que c'est de là que vient la faiblesse du dollar, c'est que les prochaines émissions du Trésor, il va falloir éventuellement venir en soutien. Donc, la rumeur, c'est que la planche à billets est déjà rétablie. Alors, peut-être sous forme d'injection au jour le jour, mais il y a déjà du soutien pour que les émissions obligataires américaines se passent pas trop mal. Bah, ça veut dire que la planche à billets, elle est repartie. Donc ça, $1 affaibli, c'est de toute façon à terme également des pressions inflationnistes qui sont là mécaniquement incontournables, c'est inexorable. Bon, le message de Jean Poel étant de dire que pour l'instant, il faut voir avec un peu plus de confiance et de certitude les impacts de cette politique économique américaine et notamment de la partie tarifaire. Rendez-vous sans doute après l'été peut-être pour envisager de prendre des décisions de politique monétaire. Sur le pétrole, vous vouliez revenir et dire un mot ça va évidemment affecter potentiellement l'inflation, ça va la faire bouger, ça ça peut apporter un choc. Toutefois, dans le détroit d'Ormuz, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de perturbation. D'autre côté, s'il y en avait, s'il y avait des problèmes d'approvisionnement, la capacité de l'OPEP à fournir du pétrole est assez importante. Et dernièrement, le pétrole est en backwardation. Donc, ça veut dire que le prix à l'instant T est plus cher que sur l'échéance septembre, par exemple. Et ça montre bien qu'il y a eu des approvisionnements très importants. Tout le monde a pris ses précautions. La courbe du pétrole ne nous indique pas que les investisseurs imaginent à terme justement une flambée des prix. Disons qu'en tout cas, ce qu'on observe du fait que le prix à l'instant T est plus élevé qu'à terme, alors qu'il y a aussi le portage des taux d'intérêt, pourtant, donc on devrait être en effet contango. Et là, on est en backwardation. Mais sur les matières premières, c'est courant. Ça arrive, oui, bien sûr. Mais là, ça montre bien qu'il y a eu quand même, encore une fois, des approvisionnements qui ont été faits. On veut le pétrole tout de suite, quoi. Tout de suite. Et donc, ça peut ne pas provoquer de choc, alors que, c'est vrai, à une autre époque, on aurait eu peut-être des pics de vol. On est à 45. On est à 45 de vol implicite sur le pétrole. 45. C'est pas mal, mais c'est pas 80 qu'on a connu, ou même 150 ou 200. Pas une panique à l'achat sur le pétrole. Rien à voir avec 2020. Bon, à propos alors de panique à l'achat, j'en sais rien. À la vente. Mais sur les small caps françaises, là, vous êtes venu aussi, Romain, avec le graphique du CAC Small vu mensuel. Sur l'échéance, le CAC Small met 8 points, je crois, d'avance par rapport au CAC 40. Oui, le mouvement aussi s'est confirmé. Évidemment, le contexte, moindre exposition à la guerre tarifaire les favorise. Et puis, on pressentait ce mouvement qui se mettait en place depuis quelques semaines maintenant. Donc, réactivation haussière, un mouvement graphique qui est extrêmement propre. On est allé buter sur l'indice CAC Small contre cette résistance. Pour une fois, est parfaitement ronde, 13 000 points. On se replie un peu contre ce niveau, mais après un très très beau parcours. Pour l'instant, ça ressemble à une consolidation dans une tendance haussière, avec un mouvement qui devrait se mettre en place. Alors, toujours un segment un peu particulier, beaucoup de volatilité, des dossiers qui partent les uns après les autres. Et on a vu aussi beaucoup au cours de cette séquence d'engouement autour de tout ce qui portait le nom ou qui était lié à un projet crypto-monnaie. Et donc, des envolées de titres comme... Crypto Blockchain Industrie ou BD Multimédia, qui sont des dossiers qui ont pris, pour certains, plusieurs centaines de pourcents dans le mois, avec du volume, avec vraiment... Mais ça pèse lourd, ça, ces titres-là, oui. Alors, je suis pas, pour l'instant, non, mais en revanche, ça anime beaucoup, la cote, la cote, l'intérêt, et c'était pas le cas il y a quelques semaines, quelques mois. Donc, il y a quand même manifestement des liquidités, des opérateurs qui font des arbitrages, mais ça, en tout cas, maintient ce segment en force pour l'instant. Et
donc, on a au-delà de 12 466 ces possibilités d'une consolidation et d'un mouvement qui pourrait se poursuivre. Si on arrive à passer ce niveau de 13 000, c'est vraiment le prochain plafond de verre. On a déjà eu un signal très haussier puisqu'on a débordé une oblique baissière dans le long terme. On est sorti d'une structure en triangle symétrique par le haut. Mais le débordement de 13 000 pourrait envoyer à des cibles qui indiquent jusqu'à 15 960 points. Donc, il y a encore du potentiel assez solide. Et en stock picking, c'est un marché, oui, effectivement, où il y a des affaires intéressantes, des opportunités intéressantes. C'est le cas. Il y a des dossiers, il y a des choses qui se mettent en place. Alors, je ne vais pas parler de celles qui sont déjà sorties et qui ont déjà pas mal payé, mais on voit peut-être des éléments à regarder du côté de Pierre et Vacances. Alors, Pierre et Vacances, c'est un peu le serpent de mer depuis 3-4 ans. On se dit que ça va partir enfin. Ils viennent d'annoncer qu'ils évaluent leurs options. Donc, il y a des réactions avec du volume. On voit un titre qui avait fait l'objet d'une opéra en 2023, a avorté, mais Balio. Donc, il y a peut-être quelque chose qui couvre. Enfin, il y a quelque chose qui couvre, mais qui ne sort pas. Ça pourrait sortir aussi. Donc, il y a des petites choses comme ça qui pourraient enfin se décanter dans un rattrapage assez intéressant. Il y a déjà eu des choses assez significatives qui sont mises en place. Il y a des dossiers qui bougent. Donc, voilà, c'est peut-être le tempo maintenant, stock picking, et sur des dossiers plus petits. Et les grosses capitalisations, c'est plus compliqué. Des années qu'on attend le rattrapage des small. Et là, ça matérialise. Bon, Jean-Louis, sur cet univers small cap. Le fait de voir les small cap être travaillées comme elles le sont, c'est vrai, depuis quelque temps, ça montre possiblement que la spéculation est très présente et que les gérants, tout ce qui représente les forces de conviction, comme il n'y a pas de visibilité, ils sont pas là, et c'est tout à fait logique. Ils restent prudents. Et comme on le dit en rigolant souvent sur les marchés, les voleurs se volent entre eux sur les petites, ils s'amusent, ils spéculent, parce que c'est bien beau. Oui, alors Pierre et Vacances, j'ai l'impression que tu as cité la valeur, quoi. Ok, où quand même les fondamentaux sont pas mauvais, où il y a quand même des choses bien, où il y a des choses... Oui, j'essaie de citer des dossiers. Voilà, mais pour une Pierre et Vacances, il y a quand même des valeurs qui un jour prennent 10, le lendemain en perdent 15. Bien sûr. Même Téléperformance, vous voyez, c'est gros pas, mais vous avez vu la baffe qu'elle s'est prise, ça rappelle quand même qu'il y a toujours des vrais... Et pas pour des choses dramatiques, hein. Et elle perdait encore 4 ce matin, là, donc c'est pas bon du tout quand même. Eutelsat, bon, ok, ils sont sauvés, c'est gros pas. Peut-être qu'ils sont sauvés. Mais c'est les rachats de short qui font que ça monte aussi violemment, parce que augmentation de capital, etc. Donc, c'est, encore une fois, force technique. Non, mais le CAC, là, pour l'instant, ça va être intéressant de voir cette nouvelle période qui s'ouvre, parce que dans la dernière échéance, on a eu 64 points de dividendes. C'est pas mal encore. Ouais. 64 points, le mois prochain, il y en a 10, il n'y a plus rien. À faire l'échéance suivante, il n'y a plus rien. Donc 64, ça porte un peu, c'est ce qu'on disait la fois dernière. On est dans la période de dividendes où les gens se disent, bon, attendez, je ne vais pas... C'est psychologique, mais je ne vais pas vendre avant les dividendes. J'entends, je vais encaisser, oui. Et puis voilà. Donc on va voir comment ça va se passer pour la suite. Donc l'intérêt se porte sur les valeurs maintenant, comme les mid et small. Avec les dangers que ça représente, il ne faut pas oublier quand même que ces valeurs sont très fragiles dès qu'il y a des chocs économiques, coups de stress, quoi. Des coups de stress. Et donc, voilà, les taux d'intérêt, pour eux, c'est très, très impactant. Donc, je pense qu'il faut avoir un comportement très opportuniste et pas forcément à laisser porter des années, quoi. Enfin, en tout cas, il faut être potentiellement dynamique sur ses positions. Philippe, qu'est-ce qu'on fait à ce stade-là ? Il nous reste 2 minutes. Bon, il y a les rendez-vous de début juillet autour de la guerre commerciale, les développements évidemment géopolitiques avec la guerre Israël-Iran et cette temporisation des États-Unis pour les 2 prochaines semaines. Mais qu'est-ce qui vous intéresse dans ces marchés-là, justement, pour la suite ? S'il m'est permis de dire un tout petit mot sur les small cap aux États-Unis, continuent de sous-performer de façon redoutable. Parce qu'on a un Russell 2000 à l'instant à 2110, à comparer avec un sommet de 2005 mi-février. Et là, on est toujours à 15% des sommets quand le Nasdaq est à 1,5% de ces sommets. Donc là, on mesure. En France, manifestement, et effectivement, il y a un engouement pour tout ce qui a trait à la blockchain. Et là, on a ce qu'on appelle un petit peu des effets de communauté. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez
des effets de meute, des effets momentum, ça s'emballe. Un, c'est pas très sain. Deux, ça repose pas sur grand-chose, sauf effectivement des projections. Alors moi, qu'est-ce qui m'intéresse ? Moi, je préfère le concret. Et cette semaine, on a quand même vu l'argent aller chercher un nouveau record de presque une décennie, à 37,30. Ça revient un petit peu aujourd'hui. Ça reste néanmoins toujours au-delà des seuils de résistance majeurs. Je pense que l'argent n'a vraiment pas dit son dernier mot, pour des tas de raisons. La demande excède la production, ça c'est bien connu. On a encore des vendeurs à découvert là-dessus et on ne peut pas exclure qu'à un moment, il y en a un ou deux qui se fassent coincer sur un short squeeze. Et puis, si la situation géopolitique reste relativement tendue, l'or peut de nouveau servir d'actif refuge, et d'autant plus que le dollar, manifestement, en dessous de 1,15 voire 1,16, il est sur la pente glissante. Et moi, je ne serais pas étonné qu'après avoir évolué dans le monde merveilleux des idées, on revienne effectivement à du concret et effectivement jusque sur des instruments comme l'ETF Como. Romain, pour conclure avec vous, vous aimez toujours l'argent, puisqu'il parlait de l'argent. J'adore. J'adore. J'adore l'argent. J'adore l'argent. Le métal argent aussi, toujours. Mais bien entendu, toujours. Ouais. Oui, on a une zone cible qui est située aux alentours de 40-42 pour l'impulsion aussi en cours, et on a une grosse résistance à 37 qui est autour de laquelle on vient de buter. Donc peut-être petite pause à court terme, mais le mouvement haussier se met en place. L'énorme structure qui s'est construite de 2011 à 2024 a encore du momentum, et pour toutes les raisons que rappelait Philippe. Donc oui, j'aime toujours. Ouais. Et alors, un autre actif là qui vous paraît intéressant. Alors je surveille, mais il n'y a pas encore de signal. C'est le palladium. J'ai regardé du mauvais côté parce que c'est le platinium. Donc ça a pris 20%, c'est ça le palladium ? Alors le palladium pas encore, mais il se réveille. C'était le platine, pardon. Et le platine qui lui, en revanche, a accéléré à la hausse très nettement, sorti d'une congestion extrêmement propre. C'est lui qu'il fallait regarder. Il y a encore une dizaine de pourcents de hausse potentielle dessus, et ce sont des cibles graphiques, donc on sait qu'elles peuvent être débordées. L'or, pourquoi pas encore un petit peu, effectivement, mais je pense que les métaux d'une façon générale, il y a un secteur, si on veut regarder autre chose, qui a surperformé. Je le surveille depuis quelques temps. Ça, évidemment, c'est lié au contexte. C'est le secteur des énergies, tout ce qu'on pourrait appeler oil and gas, toutes les valeurs liées à oil and gas qui sont sorties par le haut d'une congestion. Ça fait partie des rares secteurs qui surperforment toujours. Et puis le secteur bancaire continue à surperformer aussi en Europe. Donc il y a des éléments de ce côté-là. Peut-être la Chine à regarder aussi. Ah oui, on a beaucoup parlé des actions chinoises tout au long de la semaine dans l'émission. Et effectivement, il y a peut-être un peu de surperformance, même si on n'a pas des configurations graphiques extrêmement haussières, mais dans le contexte d'incertitude par ailleurs, c'est peut-être pas mal. Il y a beaucoup de scepticisme encore autour des actions chinoises et émergentes dans l'ensemble, mais chez certains ou certaines, en l'occurrence, je pense à Céline Picmal-Prade qui était avec nous cette semaine, c'est déjà une conviction très forte qu'on est au début d'un bull market chinois. Oui, de long terme, bien sûr. On ne parle pas de quelques jours. Ça fait longtemps qu'elle l'apporte, cette conviction. Quelques séances, effectivement. Merci beaucoup, messieurs, les 3 sorciers de Smart Bourse avec nous, en plateau et en visio pour cette échéance trimestrielle sur les marchés. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, le 3e vendredi du mois, nous avons rendez-vous avec les équipes du Café de la Bourse pour un moment de décryptage et de pédagogie boursière. Et c'est Clémence Tanguy qui est à mes côtés ce vendredi soir, responsable éditoriale du Café de la Bourse. Bonsoir Clémence. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Pas besoin d'être riche à milliards pour investir en bourse. La bourse peut aussi être un objet d'investissement pour des budgets modeste, on va dire ça comme ça. Ou même très modeste. Ou même très modeste. Non, mais exactement. On peut investir en bourse, quel que soit le montant qu'on a à y mettre chaque mois. Donc, une fois qu'on a rempli sa petite épargne de précaution, qu'on a un livret pour ses dépenses court terme, eh ben, il faut se tourner vers l'investissement sur les marchés actions pour dynamiser un peu tout ça et puis financer tous ces projets de moyen long terme. Ouais. Quelles sont les options qui s'offrent à un petit budget ou un budget modeste ou très modeste qui se lance en bourse ? Alors, il y en a plusieurs. On va commencer par ma préférée. Les ETF, évidemment. Les ETF. Alors, les ETF, qu'est-ce que c'est ? C'est les fonds indiciels cotés. Donc, ça s'échange en bourse comme une action. Ça réplique un indice boursier. Alors, le plus souvent, ça va être un ETF sur le Nasdaq, sur le S&P 500, sur le CAC 40, etc.
Ça peut aussi être un ETF sectoriel, donc là, ça va être un secteur d'activité qui va être répliqué. Ça peut aussi être un ETF Thématique, géographique. thématique, exactement. Et parfois, on couple un peu les deux, trois, etc. On peut avoir un ETF sur la défense européenne, voilà. L'ingénierie de ce point de vue-là est sans limite. On peut Exactement. créer des paniers sur à peu près tout. À peu près tout ce qu'on veut, exactement. Alors, des trackers, on appelle ça trackers aussi. Les trackers aussi, en France, on appelle beaucoup ça des trackers. L'avantage de l'ETF, c'est que ça vous permet d'avoir une très bonne diversification avec très peu finalement, puisque un ETF, ça va être quelques euros à quelques dizaines d'euros. Donc un ETF sur le CAC 40, vous allez payer 70 €. Un ETF qui vous réplique les 40 valeurs du CAC 40. Sûr. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Oui, on peut faire encore mieux, parce que par exemple, Amundi a lancé son ETF PEA Monde. Donc, pour à peu près 5 €, vous êtes investi sur 900 à 1000 actions du monde entier. Donc, concrètement, oui, acheter 5 € son ETF de environ 1000 actions, voilà, ça rend la bourse accessible au plus petit budget. Alors, les ETF aussi, ce qui est très très bien, c'est que, alors on peut les acheter comme tous les produits que je vais vous présenter depuis un compte titre, mais aussi depuis un PEA, si le titre est éligible évidemment. Si l'ETF est éligible, en fait, de toute façon, les ETF sont le seul moyen d'investir hors UE avec un PEA et de bénéficier du coup de l'exonération d'impôt sur les plus-values au-delà de 5 ans de détention du plan. Donc, si l'ETF est éligible au PEA, vous ne réfléchissez pas trop, vous foncez, vous le prenez sur un PEA. Donc, il y a une manière de faire. Voilà. Des ETF synthétiques qui permettent justement de rentrer dans l'enveloppe PEA, même si on investit en dehors de France et d'Europe. On les privilégie. Et puis évidemment, vous pouvez aussi investir sur un ETF depuis un PER, une assurance vie. Voilà, le choix est assez large. Bon. Les ETF, donc c'est ce qu'on appelle la gestion passive. Il y a aussi toute la gamme des fonds, traditionnels de gestion active. Les OPCVM, organismes de placement collectif en valeur mobilière. Alors ceux-là, voilà, c'est pareil. Ils vont répliquer un panier d'actions. Ça va aussi être souvent plutôt sur un investissement thématique ou sectoriel, qui vont souvent être liés aussi évidemment à une zone géographique. Vous allez pouvoir avoir un OPCVM sur la value européenne, sur les bancaires US, voilà. Action Monde. Alors aussi, voilà, oui. enfin là, ça va être à peu près comme les ETF. Vous allez avoir plutôt aux alentours de quelques dizaines à quelques centaines d'euros pour acheter un OPCVM. Alors, ils sont accessibles depuis un compte titre. Depuis un PEA, si le titre est éligible, encore une fois, pour entrer dans cette enveloppe. Alors, le problème ils sont aussi accessibles sur l'assurance vie, sur le PER. Le problème de l'OPCVM, c'est que déjà, il a des frais qui sont plus élevés que ceux des ETF. Ces frais, ils viennent vous rogner la performance. Et puis, on n'a jamais... Il y a quand même beaucoup d'études qui ont été faites sur la performance de la gestion passive sur la gestion active. Et les OPCVM, dans la durée, ils ont quand même beaucoup de mal à battre leur indice de référence. Voilà. Tout dépend, je crois, de l'univers. C'est ma conviction, mais effectivement... battre les indices large cap Europe, c'est forcément très compliqué. Voilà. Alors, si vous allez sur des niches, des thématiques spécifiques, ou plus, je pense que là, le gérant actif a peut-être plus d'avantages face au marché. Voilà, tout à fait. Ouais. Il faut bien regarder l'univers. Il faut bien regarder l'univers, exactement. Et faire attention aux frais. Ah voilà. oui. Ça, c'est de manière générale. aussi. Surtout. Voilà. Regardez bien les frais de tous ces produits. Bon, les ETF étant évidemment ceux qui génèrent le moins de frais, qui ont le moins de frais pour le client. Une des grandes nouveautés aussi de ces dernières années, c'est la capacité, des plateformes, de la technologie à fractionner les actions. Alors ça, c'est exactement, ça c'est l'option à choisir absolument si vous voulez un stock picking de conviction avec un petit budget tout en gardant une bonne diversification. Vous prenez les actions fractionnées. Alors, qu'est-ce que c'est ? Vous achetez une fraction d'action. Donc, par exemple, vous achetez un dixième de Hermès, vous payez 230 € au lieu de 2300. C'est quand même beaucoup plus abordable. C'est plus abordable. Et on peut faire beaucoup mieux, puisque aujourd'hui, vous avez les néo-brokers qui vous proposent, par exemple, d'investir dans une action à partir de 1 € seulement. Donc, ça devient vraiment extrêmement accessible. C'est-à-dire que si vous avez 15-20 € à mettre en bourse tous les mois, vous pouvez acheter 20 titres différents. Donc là, on est vraiment sur une très bonne diversification. Alors, le problème des actions fractionnées, c'est que vous ne pourrez pas bénéficier de l'avantage fiscal du PEA, même si c'est sur des actions européennes, puisque ce n'est pas éligible, vous êtes obligé d'investir depuis un compte titre.
Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que l'offre tend à se développer, mais tous les courtiers ne le proposent pas. Donc, vous avez Trade Republic qui est spécialiste là-dessus. Vous avez aussi eToro, Scalable Capital, Interactive Brokers. Enfin, il faut vraiment bien regarder, si vous êtes intéressé par les actions fractionnées, que votre courtier le propose. Après, il faut aussi faire attention, évidemment, aux frais. C'est-à-dire que si vous achetez une action en 50 fois au lieu d'une seule fois, potentiellement, vous avez 50 fois de frais de courtage. Bien vu. Mais quand même, les brokers, souvent, vous proposent, via des plans d'investissement, d'acheter des fractions d'actions, et ça, c'est avec des prix préférentiels, voire carrément la gratuité. Donc voilà, ça peut quand même rester une option hyper abordable et simple et à mettre en œuvre et à considérer. Et puis peut-être un peu plus sophistiqué encore, il y a tout ce qu'on appelle communément les produits de bourse. Exactement, les produits de bourse. Alors là, c'est peut-être moins de l'investissement en bourse, c'est plus, ça s'adresse plus évidemment aux traders actifs. Hein. Ouais. Alors oui, ça permet quand même de se positionner avec un capital relativement restreint sur une taille de position plus importante. Des produits à levier, généralement. Exactement, comme les turbos par exemple. Alors il faut quand même rester raison garder, hein, parce que bon, l'effet de levier, ça marche dans les deux sens, donc évidemment ça décuple les gains, ça décuple aussi les pertes. C'est aussi des produits qui sont parfois difficiles à comprendre, avec des barrières désactivantes, avec le facteur temps, parfois. Enfin, c'est les produits de bourse, donc c'est vraiment à réserver aux investisseurs qui ont déjà un peu de bouteille, qui sont vraiment dans une optique de trading de court terme, parce qu'avec le bêta slippage, etc., on ne va pas garder des... Voilà. Oui, on ne dort pas sur ces produits-là. On ne dort pas sur ces produits-là. Et qui sont bien conscients des risques et qui connaissent bien les caractéristiques du produit. Voilà. Ouais. Bon, et accessible à travers des comptes titres essentiellement. Accessible à travers des comptes titres seulement. Et puis attention, parce que c'est pareil, tous les brokers ne proposent pas ce genre de produits, donc il faudra se tourner vers IG, Saxo, des brokers qui sont un peu spécialisés là-dessus. Dans ces produits de bourse. Merci beaucoup Clémence. Merci d'être venue nous voir ce mois-ci. Chaque mois, nous avons rendez-vous avec les équipes du Café de la Bourse pour cet exercice de décryptage, de pédagogie boursière. Clémence Tanguy était avec nous ce vendredi, responsable éditoriale du Café de la Bourse dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. Quart d'heure et émission que vous retrouvez bien sûr chaque jour en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Très bon week-end, on se retrouve lundi en direct à 17h pour une nouvelle édition de Smart Bourse sur Bismart for Change.